Julia Amlaoui, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef du service politique à l'Humanité. Emmanuel Macron vient de s'exprimer en direct à la télévision. Alors, en 3 points de décryptage de son discours, premièrement, y a-t-il une rupture dans le discours? Alors, ce qu'on peut noter, c'est que Emmanuel Macron a effectivement changé de ton ce soir. C'était rendu indispensable par les derniers sondages, de son point de vue, puisque, comme le montrait le dernier sondage de l'IFOP publié par le JDD dimanche, soit hier, seulement 38% des Français font dorénavant confiance à l'exécutif pour faire face à l'épidémie et à ses conséquences, soit un décrochage de 17 points depuis le début du confinement et l'enquête qui avait été réalisée dans la foulée du 17 mars. Il avait tenté la rhétorique guerrière dès le 16 avec un « nous sommes en guerre » qui a été répété à de très nombreuses reprises lors de ses précédentes allocutions. Là, on voit qu'il y a une rupture de ton avec la volonté du chef de l'État de se projeter dans le fameux jour d'après, comme il l'avait nommé lui-même. Et dans un appel à l'unité, à l'union sacrée qu'il avait déjà formulé dès le 12 mars, mais cette fois en abandonnant la rhétorique guerrière pour aller vers un autre registre, celui de la solidarité, de l'unité nationale, jusqu'à faire des références à la Révolution française, aux Jours heureux, le titre du programme du Conseil national de la résistance, qui a mis en place, je le rappelle, notamment la sécurité sociale et le fameux système de retraite que son gouvernement n'a eu de cesse de démanteler. On s'en souvient cet hiver encore avec la réforme du système par points qu'il a imposé par 49.3, et tout d'un coup tout cela serait soi-disant oublié pour bâtir une nouvelle société, alors même qu'on a vu ces dernières semaines quel sens elle pouvait prendre. Jusqu'à présent, ce fameux jour d'après se bâtissait aussi sans monnaie sonnante et trébuchante pour les hôpitaux. À chaque fois que Emmanuel Macron est intervenu, c'est avec un certain nombre de belles formules, mais sans décliner les moyens derrière. Cette fois, il a promis pour mercredi et le Conseil des ministres de nouvelles annonces financières, notamment à l'égard des familles les plus précaires. Mais encore une fois, il faudra évidemment juger sur acte au vu des précédents. Et alors, concrètement, les modalités de déconfinement, que doit-on retenir au-delà de la date du 11 mai sur les dispositions qui sont annoncées ? Alors effectivement, vous l'évoquiez, à cette fameuse date du 11 mai, c'était l'une des questions dont la réponse était sans doute la plus attendue ce soir. Le confinement est donc prolongé de 4 semaines. Avec des modalités qui ne sont pour l'heure pas encore très précises, puisque un plan de déconfinement doit être présenté dans les 15 prochains jours, à en croire le président. Il devrait être débattu par l'Assemblée nationale et le Sénat d'après ces annonces. On espère que ce sera dans de meilleures conditions que précédemment, puisque les textes jusque-là présentés pendant cette période d'urgence contenaient nombre de décrets et d'ordonnances qui mettaient une fois de plus de côté le Parlement. J'en profite pour dire que du coup, les appels à la démocratie d'Emmanuel Macron peuvent quand même prêter à sourire dans ces circonstances, vu que l'exécutif s'est quand même quelque part octroyé un certain nombre de pouvoirs relativement démesurés pour gérer la crise sanitaire. Et ça a d'ailleurs été dit par les parlementaires, notamment de gauche, lors des débats à l'Assemblée et au Sénat. Pour ce qui est des modalités, ce qu'on en sait pour le moment, c'est que l'école devrait être l'une des premières activités à reprendre. Alors,
assez bizarrement, étant donné que les étudiants pourraient être ceux qu'on imagine le plus facilement respecter les gestes barrières, eux ne seront pas concernés par une reprise avant l'été, contrairement aux primaires et aux secondaires a priori. Et pour justifier cette décision, Emmanuel Macron s'est appuyé sur un fait avéré, celui des inégalités scolaires qui sont creusées par cette période de confinement, puisque il est vrai que du fait des difficultés matérielles, mais aussi de ressources des parents, certains sont obligés de travailler, certains n'ont pas la même relation à l'école ni au savoir scolaire, qui sont quand même des savoirs bien particuliers. Et tout ça rend l'accompagnement des enfants évidemment difficile. Alors le président fait mine de découvrir ces inégalités et n'annonce pour le coup, en ce qui concerne les scolaires, pas non plus de mesures de rattrapage, puisque on sait que c'est dans les quartiers populaires où ces difficultés sont accrues. Par exemple, Jean-Michel Blanquer évoque 8% d'élèves qui ne sont pas en lien avec leurs professeurs pendant cette période de confinement. On sait que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, cela peut monter à 25 voire 30%, ce qui montre effectivement les inégalités. Mais ce que disent à la fois les enseignants, les parents d'élèves et les élus locaux de ces quartiers évoqués par le président de la République ce soir, c'est qu'il est indispensable de mettre en place un accompagnement spécifique à l'issue de la période pour que justement ils ne pâtissent pas à l'issue de ces inégalités sur le long terme. Et on sait par ailleurs que dans ces quartiers-là, elles sont certes aggravées par la période de confinement, mais ces inégalités existent de longue date. On peut évoquer par exemple le rapport parlementaire qui en 2018 déjà montrait la différence de traitement entre Paris et la Seine-Saint-Denis au plan des dotations scolaires, une inégalité qui n'a pas été rattrapée par le gouvernement pendant tout le début de ce quinquennat, loin s'en faut. Donc on peut là aussi avoir quelques doutes, d'autant que d'ores et déjà des fermetures de classes pour la rentrée prochaine sont annoncées et que sur ça, le président est resté bien silencieux. Par ailleurs, ça permet aussi évidemment, lorsque les enfants sont à l'école, aux parents de retourner travailler. C'est l'un des objectifs sans doute du gouvernement. En matière économique, c'est là la même chose. Le président découvre les inégalités sociales. On tombe un peu de notre chaise quand même à ce discours, parce que on rappelle que ceux qu'il salue aujourd'hui en regrettant qu'ils soient les moins bien payés alors qu'ils font tourner le pays sont les mêmes qu'il l'appelait lui-même ceux qui ne sont rien, les gens qui ne sont rien, il y a encore quelques mois, quelques années de cela. Donc évidemment, il va falloir aussi des actes plutôt que des discours. D'autant qu'en matière économique, pour l'heure, on l'a vu dans les ordonnances, le gouvernement à utiliser l'état d'urgence sanitaire pour permettre aux entreprises de déroger à un certain nombre de règles du Code du travail. Je pense en particulier aux jours de congé, au RTT, et puis à la durée hebdomadaire du temps de travail. Donc, si la suite va dans le même sens, évidemment, ce sera pas dans le sens du progrès, et encore moins dans celui ni de la Révolution française ni du CNR. Par ailleurs, en matière de contribution, donc je le disais tout à l'heure, les aides supplémentaires annoncées ne sont pour l'heure pas chiffrées pour les familles modestes ou les étudiants précaires qu'il a évoqués dans son discours. Et puis en matière de contribution des entreprises et des plus riches, on reste là aussi sur notre faim. Il y a eu un appel du pied aux assureurs qui se sont d'ailleurs engagés à verser d'eux-mêmes un certain nombre de millions
mais qui pour l'heure ne sont pas encore passés à l'acte. Et de la même façon, le gouvernement avait précédemment appelé les entreprises à ne pas verser de dividendes. On voit avec le résultat mitigé que cela a eu quand il n'y a pas de contraintes, puisqu'un certain nombre d'entre elles en verseront tout de même, notamment des entreprises du CAC 40. Donc, pour l'heure, on peut dire quand même que la Macronie, c'est quand même toujours le paradis des riches, puisque pas de retour à l'ISF, toujours pas. Et puis que pour ceux qui ne sont rien, les actes sont encore à être traduits. Et alors, concernant les masques et les tests, qu'en est-il de la stratégie présidentielle ? Alors là aussi, on note un changement de discours. Tout le monde l'aura bien perçu. Commençons par les tests. Alors Emmanuel Macron dit que on sera prêt le 11 mai, donc pour le moment du déconfinement, à avoir des tests de façon beaucoup plus massive que ce qu'ils le sont pratiqués aujourd'hui. Mais ils ne seront pratiqués que sur les gens manifestant des symptômes. Or, on le sait, les épidémiologistes le disent, que l'un des problèmes de la contagion de ce virus, c'est qu'un certain nombre de porteurs sont asymptomatiques et que, de fait, ils peuvent transmettre le virus. Il dit que ça n'aurait pas de sens de tester ceux qui ne présentent pas de symptômes. C'est ce qu'il dit ce soir. Ça fait quand même penser au précédent discours que le gouvernement a tenu sur les masques. Pour masquer la pénurie, je le rappelle, pendant de longues semaines, le gouvernement a affirmé que le port du masque de la population générale n'était pas utile. On se rappelle les éléments de langage utilisés pour justifier ce non-port du masque qui ont été répétés à loisir par l'ensemble des membres du gouvernement jusqu'au Premier ministre devant la mission d'information parlementaire il y a encore 2 semaines. Il disait qu'il n'y a pas de preuve que le port du masque dans la population apporterait un bénéfice et serait même plutôt le contraire à cause d'une mauvaise utilisation possible. Ça, c'était les arguments d'Édouard Philippe lui-même devant les députés, avant d'être contredit par l'Académie de médecine seulement 2 jours après, l'Académie de médecine qui, elle, a défendu l'idée d'un port obligatoire de ces protections. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dès 2019, un rapport de Santé publique France estimait qu'en cas de pandémie, le besoin en masques d'une boîte de 50 masques par foyer à raison de 20 millions de boîtes en cas d'atteinte de 30% de la population serait indispensable. Donc on voit bien que ce discours-là a servi à masquer la pénurie tout simplement de masques, pénurie d'ailleurs qu'a partiellement reconnue tout en se réfugiant derrière le fait que c'était une pénurie mondiale et que la France était au même titre que les autres pays impactés pour mieux se dégager des responsabilités du gouvernement et d'ailleurs peut-être aussi de ses prédécesseurs. Mais donc on voit là sur le port du masque un changement de discours alors que on espère qu'ils seront arrivés et en même temps à partir du 11 avec un port obligatoire dans les transports en commun et en même temps un renvoi vers les autorités locales puisqu'il renvoie aux maires la responsabilité d'assurer quelque part un peu la logistique de cette fourniture de masques à la population. Merci beaucoup Julia Amlaoui. On rappelle que premier décryptage à chaud là tout de suite, c'était un exercice inédit et demain analyse dans l'humanité sur le site web de l'UMA. Bien sûr, avec un article réalisé notamment par Cyprien Cadéo et Aurélien Souchère. Voilà. Merci beaucoup et on continuera à faire ce type de décryptage parce que visiblement il y a beaucoup de commentaires qui remercient l'UMA et qui vous saluent et voilà, qui encouragent à ce qu'on continue. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. À très bientôt.